Et Sharada, vous pouvez commencer. Bonjour, mon nom est Sharada Boucher-Sharma, coordonnatrice des opérations stratégiques de la CESI. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par l'Association canadienne des écoles de sciences infirmières. Je tiens à souligner tout d'abord que nous nous rencontrons aujourd'hui à partir de plusieurs différents territoires traditionnels non cédés des peuples autochtones dans toutes les régions du Canada. Les terres sur lesquelles la saisie est située font partie du territoire traditionnel non cédé des Algonquins. Nous allons commencer par la présentation, suivie d'une période de questions d'une durée d'environ 15 à 20 minutes. Lors de la période des questions, vous pourrez poser vos questions dans le chat ou, si vous préférez de vive voix, vous pourrez lever votre main et activer votre microphone. Sachez que le webinaire sera enregistré et qu'un lien sera envoyé à toutes personnes inscrites. Assurez-vous de bien mettre votre microphone en sourdine lors de la présentation. Nous sommes ravis de vous présenter Louise-André Briand, professeure agrégée de formation pratique et responsable académique du Centre d'expertise en simulation en santé de la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal. Témoin actif de l'évolution de la simulation en formation infirmière depuis près de 15 ans et détentrice de la certification canadienne pour infirmières enseignantes en simulation, elle est l'auteure principale d'une quinzaine de communications et publications sur la simulation. Ses récents projets incluent le développement de télésimulations et de simulations virtuelles dans le cadre d'initiatives locales, nationales et interprofessionnelles. Je vais maintenant céder la parole à Louise-André. Bonjour Sharada et merci pour cette présentation. Je suis bien heureuse de vous rencontrer tout le monde aujourd'hui. Alors, mon nom est Louise-André Briand. Vous avez entendu un peu d'où je viens et ce que je fais autant en enseignement qu'en simulation de la bouche de Sharada tout à l'heure. Alors, je n'irai pas plus loin dans cette direction-là. Je voudrais tout d'abord remercier l'Association canadienne des écoles en sciences infirmières pour cette opportunité, cette invitation là, de vous parler de pratiques exemplaires en simulation. La 4e édition des normes de standards en simulation a été publiée en 2021 et j'avais bon espoir que la traduction francophone soit publiée ce printemps, mais bon, j'ai bien fait de me garder une petite gêne dans la publicité pour le webinaire. On me dit que les normes traduites devraient être publiées bientôt, mais j'ai malheureusement pas de date à vous confirmer aujourd'hui. Je vais donc vous présenter certains items en anglais, mais tel que mentionné dans la publicité du webinaire, justement, ça ne devrait pas nous empêcher à réfléchir aujourd'hui sur l'inclusion des normes dans la conception, l'intégration et l'évaluation des expériences de simulation, autant en milieu académique que dans les milieux cliniques. Je suis présentement sur le campus de l'Université de Montréal, c'est d'ici que je vous parle, qui est situé en territoire autochtone non cédé par voie de traité. Alors, je souhaite exprimer également mon respect pour la contribution des premiers peuples et des populations autochtones à la culture des sociétés d'ici et de partout à travers le monde. Je vais aussi préciser d'entrée de jeu que je vous parlerai de normes de pratique qui sont énoncées par un organisme américain dans lequel je n'ai absolument aucune influence. Alors, je suis ici à mon titre personnel, simplement en raison de mon intérêt pour la pédagogie de la simulation et les suggestions que je vous ferai pour intégrer ces normes-là n'engagent évidemment que moi. Alors, mon intention pédagogique avec vous aujourd'hui est de promouvoir la pédagogie de la simulation. L'intention pédagogique que j'ai pour vous est de vous aider à faciliter l'inclusion des pratiques exemplaires dans la conception, l'intégration, l'évaluation de vos expériences de simulation. Je vais donc vous proposer une séquence d'appropriation de ces normes-là dans une perspective d'amélioration des pratiques et de développement professionnel. Je vais aussi tenter de les contextualiser du mieux possible avec des exemples concrets et de vous parler aussi de certaines pratiques qui me semblent incontournables. Donc, les normes ou les standards en anglais sont proposés par l'International Nursing Association for Clinical Simulation and Learning, ou communément appelée INACSL. C'est une organisation américaine qui a été fondée en 2002 et qui est devenue au fil des années une référence mondiale en simulation, autant pour la conception de simulation, la pédagogie et la recherche en simulation.
C'est une des premières associations reconnues en simulation à avoir proposé des normes de pratique exemplaires qui ciblent vraiment la pédagogie. Il y a plusieurs normes qui découlent de processus d'agrément de programmes de simulation ou de centres de simulation, mais Enaxol a vraiment axé sur la pédagogie de la simulation. En cette semaine nationale de la profession infirmière à travers le Québec et à travers le Canada, je trouvais ça important de le mentionner parce que c'est une organisation en sciences infirmières qui est actuellement leader en matière de pratique exemplaire en simulation. Alors, je trouvais que ça valait la peine de le mentionner. Donc, les Enaxol Healthcare Simulation Standards of Best Practice sont des lignes directrices qui sont basées sur des revues exhaustives des écrits des dernières années. Elles visent à aider les formateurs à mieux évaluer et améliorer leurs pratiques en simulation. C'est donc, lorsqu'on utilise ces normes-là, une forme d'engagement vers la qualité et la mise en œuvre de pratiques pédagogiques rigoureuses. Je vous fais un petit historique de ces standards-là parce que ce dont je vais vous parler, c'est la 4e édition qui a été publiée en 2021. La première édition remonte à 2010-2011. Elle contenait 7 normes. Une mise à jour a rapidement été faite en 2013, puis un comité officiel s'est créé en 2014 pour proposer une 3e édition qui a été l'édition la plus complète jusqu'à maintenant, en 2021. C'est ajouté donc 2 normes à ce moment-là et il y a eu une traduction exhaustive en plusieurs langues de ces normes-là en 2016, dont en français. Alors, actuellement, au moment où on se parle, la seule traduction francophone qu'on a de ces normes-là date de 2016. Mais il y a beaucoup d'eau qui ont coulé sous les ponts depuis 2016. En 2019, le comité de rédaction des normes de l'ENACSA a voulu proposer une mise à jour en 2020, mais est arrivé quelque chose qui s'appelle la pandémie, qui a propulsé la simulation à un tout autre niveau. Je pense que personne ne s'attendait à ce que ce soit ça qui se passe, mais ça nous a permis, en fait, à tout le monde de revoir les pratiques de simulation à la lumière de toutes sortes d'autres situations et de contextes. Alors, tout le monde et son voisin se sont mis à s'intéresser à cette méthode pédagogique, particulièrement les modalités en ligne, les modalités à distance, avec des résultats heureux, mais pas toujours. Alors, on a appris de ça, mais ça a permis d'accélérer et d'affiner la compréhension de la simulation. Ça a beaucoup encouragé la recherche, la diffusion d'innovations. Donc, la 4e édition, qui a été retardée d'1 an, inclut 2 nouvelles normes, le développement professionnel et le pré-briefing, inclut également un code d'éthique et une référence claire au dictionnaire de la Society for Simulation in Healthcare, SSH, qui est un autre organisme américain qui a fait un dictionnaire vraiment très bien, très exhaustif en 2019. Donc, les Healthcare Simulation Standards of Best Practice de l'ENACSOL 4e édition dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est 10 normes plus un glossaire. Alors, vous avez dans la colonne de gauche les titres de ces standards-là et la traduction qui vient soit des titres des standards francophones qui ont été publiés en 2016. Sinon, je me suis permis une petite traduction simple, mais vous comprendrez que je ne me suis pas permis de traduire les critères et les indicateurs que je vais vous présenter dans les prochaines diapos. Je vais laisser Enaxol faire son travail et publier les normes avec les critères et les indicateurs dans les prochaines semaines, je l'espère. Ça nous fait donc 10 normes plus un glossaire. Chaque norme est déclinée en critères. Chaque critère a ses indicateurs de performance. Si on met ensemble les 10 normes ensemble, ça nous fait un document d'environ une 40aine de pages qui peuvent être extrêmement rébarbatives quand on les prend d'un seul coup. Alors, ce n'est pas ce que je vous propose aujourd'hui. Je vais essayer de vous les travailler différemment et de vous proposer, en fait, des façons différentes de les voir pour que ça soit plus digestible, on va dire. Il ne faut surtout pas les voir comme une montagne inatteignable non plus, mais vraiment comme un guide pour la conception, l'intégration, l'évaluation et aussi le développement professionnel en simulation. En fait, je connais aucun programme qui répond parfaitement à toutes les normes. Le contexte de vos simulations, de vos programmes, les ressources que vous avez, les infrastructures, les besoins d'accréditation de vos programmes, ce sont toutes sortes de choses qui peuvent affecter en fait l'atteinte de ces normes-là, mais ça reste un outil intéressant, un guide intéressant là, pour faire avancer la simulation dans vos programmes et dans vos cours. Il faut aussi voir ces normes-là comme étant vivantes, c'est-à-dire que les normes qui ont été publiées en 2021 sont effectivement les plus récentes, mais elles reflètent l'état des connaissances jusqu'à environ 2020.
La recherche continue à évoluer, continuera à évoluer, mais ça reste que ça permet d'avoir des cibles d'amélioration, des objets concrets d'évaluation. Ça permet aussi de développer une compréhension plus fine de différents aspects de la pédagogie de simulation et aussi d'avoir des mots pour décrire et convaincre, développer une crédibilité en tant que simulateur, et avoir une communauté de pratique qui parle le même langage. Alors, dans les prochaines diapos, je vais vous proposer une séquence d'appropriation qui pourrait être utilisée pour évaluer vos pratiques, pour votre propre développement professionnel ou pour celui de vos collègues. Donc, je vais vous proposer un ordre pour consulter, lire, utiliser les 10 normes, mais je vous rappelle que cet ordre-là n'engage que moi, c'est ma proposition. Elle est tout de même basée sur plusieurs années d'expérience en conception de simulation et en accompagnement d'équipes en simulation. Donc, en premier lieu, ce que je vous suggère, c'est de commencer par les normes conception, but et objectifs et évaluation des apprentissages et de la performance. Ça reproduit en fait l'ordre qui serait suggéré pour le développement de n'importe quelle activité pédagogique. Alors, on commence par conceptualiser l'activité, on réfléchit aux buts et aux objectifs et comment on va évaluer l'efficacité de l'apprentissage par la suite. Alors, ce sont le premier bloc, en fait, que je vous suggérerais de consulter à propos des normes. Évidemment, comme on parle de simulation, le deuxième bloc à consulter serait celui du débriefage, pré-briefage et facilitation, qui sont vraiment les phases qui sont au cœur de l'expérience de simulation et qui sont évidemment liées à la conception, les buts et l'évaluation de l'expérience de simulation. Le troisième bloc que je vous propose comprend 2 normes qui sont essentielles. Donc, qui ne sont pas en troisième position parce qu'elles ne sont pas essentielles, mais plus parce qu'elles risquent d'être interprétées de façon un petit peu trop littérale ou même superficielle si on a peu d'expérience en simulation ou si on commence à utiliser les normes dans un but d'évaluation des pratiques. Donc, ce serait, à mon avis, plus intéressant de commencer à utiliser les normes dans l'idée de conception, but, objectif et évaluation et dans ce qui est le cœur, en fait, de la simulation, et d'y ajouter ensuite les normes opérations, qui sont tout ce qui est ressources humaines, matérielles, infrastructures, et la norme intégrité professionnelle, qui est vraiment, vraiment intéressante et qui vient chercher, en fait, toute la dimension, toute la particularité de ce que fait la pédagogie de la simulation. S'ajoute à ça la norme simulation en contexte interprofessionnel. Donc, le quatrième bloc, ce serait celle-là. Je pense qu'il faut un peu d'expérience en simulation avant d'utiliser ou d'utilisant cette méthode-là en contexte interprofessionnel. Donc, ma suggestion, ce serait de prendre un peu plus connaissance des normes de simulation de façon générique avant d'aller vers la simulation en contexte interprofessionnel. C'est pour ça que je le mets dans un quatrième bloc. Inclut là-dedans le développement professionnel. Pas parce qu'elle est en quatrième étape, mais parce qu'elle est un peu parapluie de tout développement professionnel, que ce soit en simulation ou autre, mais qui soit du développement professionnel pédagogique. Alors, vous voulez vous former comme formateur, cette norme-là, elle n'est pas exclusive à la simulation, mais conviendrait à n'importe quelle situation d'activité pédagogique. Le glossaire n'est évidemment pas une norme ou un standard de pratique, donc je l'ai mis un petit peu en exergue, mais ça permet tout de même d'avoir un vocabulaire, une crédibilité, une réflexion sur certains mots. Qu'est-ce que ce mot veut dire dans un contexte de simulation? Donc, je l'ai mis sur le côté et ça regroupe tout le reste parce que ça nous permet aussi d'avoir une terminologie qui soit une terminologie de simulation. Voilà donc ma proposition de séquence pour s'approprier les normes. Conception, but et objectif en premier bloc, débriefage, pré-briefage et facilitation en deuxième. Conjointement à ça, intégrité professionnelle et opération. Et en quatrième lieu, simulation en contexte interprofessionnel et développement professionnel que j'ai mis en quatrième, mais qui pourrait être un petit peu n'importe où. Pardon. Je vais maintenant aller un petit peu plus loin dans le descriptif de chaque norme. Je vais vous rappeler quand même que les critères que je vous présente là vont être en anglais parce que je ne me suis pas permis de les traduire. Mais ce que je vais faire, c'est surtout ressortir ce qui me semble important dans chacune des normes au niveau des critères et donner des exemples en lien avec ça pour illustrer mon propos. Donc, la première norme que je vous proposais de consulter, c'est la norme conception d'une simulation. C'est la base.
Donc, l'idée de ça, c'est que le formateur soit en mesure de proposer des expériences de simulation qui sont vraiment conçues pour favoriser la réalisation d'apprentissage ciblé. C'est la base. Ce que les critères nous suggèrent, alors il y en a beaucoup parce que bon, c'est compréhensible, la conception d'une simulation, c'est pas simple. Alors, il y a plusieurs critères qui sont accompagnés de plusieurs indicateurs qui ne sont pas écrits ici. Mais j'essaie de vous faire ressortir un petit peu ce qui est plus évident ou plus important dans cette norme-là. La première chose, c'est de voir la simulation comme étant une consultation avec des experts de contenu et des experts de simulation. Donc, une rencontre entre ces deux expertises-là pour avoir la proposition de simulation la plus efficace. La deuxième chose, c'est de penser à l'évaluation des besoins. Vous allez me dire que c'est bon pour toute activité pédagogique et ce serait vrai, mais c'est d'autant plus vrai dans une simulation. C'est souvent complexe de développer une simulation, alors aussi bien qu'elle réponde à des besoins qui sont clairement identifiés. Donc, évaluer les besoins d'apprentissage des apprenants, d'une part pour savoir si une simulation est effectivement la bonne méthode d'apprentissage, la bonne méthode à proposer aux étudiants pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Et on a vu durant la pandémie que ce n'était pas toujours le cas. On s'est lancé un petit peu dans n'importe quoi pour être capable de proposer à nos étudiants un apprentissage qui soit quand même probant. Mais on a rapidement réalisé, je pense tous, que chaque simulation convient à des cibles d'apprentissage précises et ne convenait pas nécessairement à tous nos étudiants de la même façon. Donc, important d'avoir une évaluation des besoins avant de se lancer dans la conception d'une simulation. La deuxième chose, ce serait aussi d'avoir des cibles d'apprentissage qui sont claires et qui sont cohérentes avec, évidemment, le cursus de l'étudiant. Encore là, ça semble être une évidence, mais c'est facile en simulation de se perdre dans dans le spectaculaire, on va dire, de ce que peut être une simulation. Alors, c'est important d'avoir des cibles d'apprentissage qui sont précises et que ces cibles-là soient alignées pédagogiquement en cohérence avec le contenu du cours, le niveau des apprenants, le moment dans lequel on va présenter la simulation aussi et que ça fasse partie d'une progression des apprentissages. Alors, le terme alignement pédagogique, vous allez revoir, revient dans plusieurs des normes de l'ENACSL. En lien aussi avec cet alignement pédagogique-là, il y a la notion de réalisme. En anglais, on dit fidelity. En français, c'est plus réalisme. Et j'aimerais vous distinguer le réalisme de la réalité. Alors, je dis souvent que la simulation, ce n'est pas une reproduction de la réalité. Le stage, il est fait pour ça. Mais la simulation, ce n'est pas une reproduction de la réalité. C'est la modélisation d'un certain réalisme pour répondre à des besoins d'apprentissage précis à un moment précis du cursus de l'apprenant ou en pratique au moment où on veut faire apprendre, développer, faire mettre à jour certaines pratiques des professionnels. Donc, pour un même scénario, on pourrait avoir un niveau de réalisme différent parce que nos cibles d'apprentissage vont être différents. L'environnement qu'on va donner à l'étudiant ou l'apprenant va être différent aussi. Alors, c'est important de distinguer réalisme et réalité. La simulation modélise le réalisme pour s'aligner pédagogiquement avec les cibles d'apprentissage qu'on veut pour nos apprenants. Et c'est la beauté, en fait, de la simulation. Donc, c'est vraiment une pédagogie qui est centrée sur l'apprenant et c'est là que ça devient quelque chose de très intéressant d'un point de vue de l'apprentissage, rétention des apprentissages et intégration des apprentissages. On suggère évidemment dans cette norme-là de tester la simulation avant de la proposer aux apprenants pour laquelle elle est destinée, la tester avec des collègues ou parfois même avec des étudiants d'une autre année. Ça peut être intéressant d'inclure la clientèle cible, on va dire, dans le test de nos simulations. Je pense à la deuxième norme que je vous avais proposée, qui était but et objectif, qui est en lien avec la conception de la simulation. Donc, déterminer des buts et des objectifs d'apprentissage qui sont clairs pour l'apprenant, cohérents avec son niveau d'apprentissage, pour lui permettre de se développer et d'enrichir sa pratique. La simulation en tant que telle, puis je vais peut-être le répéter plus tard aussi, c'est tout d'abord une activité d'apprentissage. Avant d'être une activité d'évaluation, c'est une activité d'apprentissage, une stratégie d'apprentissage. Et on revient à l'alignement pédagogique. Donc, les buts et les objectifs ou les cibles d'apprentissage ou les intentions pédagogiques, peu importe comment vous les appelez, doivent être ciblés pour le contexte de l'étudiant.
quelle est la cible qu'on veut faire atteindre, c'est quoi l'apprentissage qu'on veut par cette simulation-là à ce moment-ci avec ces étudiants-ci. Et ça va nous permettre, en déterminant ces buts et ces objectifs-là, de décrire un peu mieux comment on va faciliter le scénario, comment on va proposer la préparation scénario et comment on va organiser le débriefage aussi. Ça va nous éviter probablement aussi de créer des biais d'apprentissage. J'en reparlerai un petit peu plus tard, mais ce n'est pas une étape qui est négligeable du tout et c'est une étape à faire rapidement lorsqu'on commence à réfléchir à la conception d'une simulation. Ça va de pair avec l'évaluation de l'apprentissage et de la performance, là, peu importe comment on l'appelle. Il faut que l'expérience de simulation soit conséquente avec les objectifs pédagogiques visés. Alors, qu'on évalue d'un point de vue formatif ou certificatif, il faut que ça soit cohérent. Donc, on revient à l'alignement pédagogique. Donc, comment on va évaluer si la proposition de simulation qu'on donne aux étudiants, elle est efficace, elle répond aux besoins d'apprentissage, elle potentialise en fait l'atteinte des objectifs d'apprentissage. Donc, avoir des cibles réalistes et avoir idéalement des outils valides pour présenter à l'étudiant sa progression pour être capable d'enrichir le débriefage par la suite. Valide ne veut pas nécessairement dire valider avec un alpha de Cronbach, ce n'est pas nécessairement ça, mais c'est vraiment valide en termes de c'est en lien avec les objectifs d'apprentissage et l'étudiant va pouvoir s'en servir pour voir sa progression, la progression de ses apprentissages. Je vous mets en garde contre certaines rubriques qui sont disponibles là, sur le web ou peu importe, qui sont souvent très génériques. Par exemple, il y a des grilles sur le raisonnement clinique, par exemple. C'est très large, très vaste et ce n'est pas nécessairement ciblé à ce que vous voulez faire, vous, dans votre simulation. Alors, ça peut être de bons outils pour vous aider à développer des outils maison que vous allez ensuite valider avec d'autres experts de contenu, d'autres simulateurs que vous allez proposer à vos collègues pour avoir une certaine validation. Donc, ce sont des bons outils intéressants pour vous, mais peut-être pas pour l'étudiant en tant que tel pour voir sa progression. Donc, c'est intéressant d'avoir des outils qui ont des descripteurs qui sont vraiment ciblés sur les besoins d'apprentissage que vous voulez faire avec vos étudiants. Qui dit évaluation dit formation des évaluateurs et formation aussi de toute personne qui était inclue dans le scénario, donc des participants simulés ou des patients standardisés. Surtout si on évalue de façon certificative, la standardisation, donc l'équité est importante, la formation est donc vraiment importante. C'est un des critères de cette norme-là d'ailleurs. On donne dans un des critères de cette norme-là aussi nous propose d'interpréter les résultats et de donner une rétroaction si c'est de l'évaluation certificative. Alors, on n'a pas nécessairement tendance à faire ça lorsqu'on donne, par exemple, des écosses à nos étudiants pour évaluer leurs apprentissages à certains moments, mais c'est important, ce serait intéressant, en fait, c'est la suggestion de la norme, d'offrir quand même une rétroaction à nos apprenants. Ça peut être une rétroaction de groupe un peu plus générale sur les bons coups, les moins bons coups, les choses à travailler un peu plus. Et ça nous donne, nous, une rétroaction sur peut-être comment mieux préparer les étudiants d'un point de vue clinique à la simulation. La prochaine norme que je vous propose, c'est le processus de débriefage. Et le mot processus, ici, il est intéressant parce qu'on ne fait pas référence seulement aux méthodes de débriefage. Alors, il y a plusieurs méthodes de débriefage. Je n'en parlerai pas aujourd'hui, mais il y a plusieurs méthodes. Toutes les méthodes de débriefage contiennent toujours 3 phases et plus, mais au moins 3 phases, la phase de réaction, d'analyse et de synthèse. Donc, dans le processus de débriefage, il y a le débriefage, donc une méthode de débriefage, mais on peut utiliser aussi de la rétroaction directe, on peut aussi utiliser de la réflexion guidée. La rétroaction directe, c'est quelque chose qui est plus unidirectionnel, c'est de l'information sur la performance qui est donnée par le formateur aux apprenants. Le débriefage est plus bidirectionnel, c'est vraiment une réflexion d'aller chercher le point de vue de l'apprenant. Et la réflexion guidée, c'est des questions, par exemple, qu'on va proposer à l'apprenant pour qu'il réfléchisse lui-même de façon individuelle ou en petit groupe sur certains éléments critiques de la situation. Ça se fait très bien en auto-débriefage, par exemple. Donc, le processus de débriefage, c'est de réussir à intégrer ces 3 façons-là de faire un retour sur l'apprentissage
l'apprentissage qui a été fait en simulation pour que ça soit planifié, adapté, structuré et sécuritaire pour l'apprenant. Et c'est un grand défi. En fait, la période de débriefing est le moment où se produit l'apprentissage. Ça permet d'ancrer, en fait, ce que l'expérientiel est allé chercher dans la simulation. Donc, l'apprentissage est dépendant de la façon dont la personne va prendre conscience de ses lacunes et de ses forces et va être en mesure de se projeter dans une situation éventuelle. Donc, il faut être en mesure d'utiliser ces 3 processus de retour sur l'apprentissage pour guider l'apprenant. Ça nous prend donc des compétences en débriefage. C'est assez particulier parce que c'est le seul moment dans toutes les normes où on parle de compétences ici. Alors, on voit toute l'importance de cette période-là et de la complexité du débriefage pour que ça soit vraiment efficace, adapté et sécuritaire pour l'apprenant. On parle ici de sécurité, j'y reviendrai dans d'autres diapos aussi, dans d'autres normes, parce qu'il faut que ça soit quelque chose qui facilite le transfert des apprentissages et que ça soit constructif. Ce n'est pas toujours simple de l'être. Donc, les défis du facilitateur, c'est que ça reste intentionnel dans la promotion de l'apprentissage ciblé. Et dans ça, 4 défis. Attention à avoir trop de rétroaction directe qui devient en fait une évaluation de la performance des apprenants. Deuxième défi ou deuxième chose à faire attention, en fait, que ça soit basé sur des résultats probants et non pas sur l'expérience du facilitateur. Et dans ça, j'inclus, il ne faut pas que la simulation, l'expérience de simulation des apprenants devienne l'expérience du facilitateur. Il faut aller chercher comment les apprenants ont vécu ce qu'ils viennent de vivre, plutôt que ce soit le facilitateur qui fasse du transfert dans sa propre pratique. Oui, mais moi, dans ma pratique, je fais ça comme ça, puis moi, je le vois souvent, puis je vais vous raconter une expérience. Ça ne devrait pas être ça, le débriefage. Ça devrait être vraiment les apprenants qui partagent leur expérience. Et l'autre défi, c'est de ne pas juger. Donc, que le débriefage soit vraiment un moment sécuritaire pour les apprenants pour leur permettre de mieux comprendre et d'avancer dans leur progression d'apprentissage. J'ai commencé par le débriefage parce qu'une fois qu'on a installé ça, ça va guider comment on va préparer les étudiants à la simulation, donc le pré-briefage. Dans les nouvelles normes 2021, ils ont défini 2 moments pour faire le pré-briefage. Alors, il y a toute la préparation qui se fait avant la simulation et le briefage qui se fait juste avant de faire l'activité de simulation comme telle. La visée de la préparation, c'est de rendre la simulation utile aux yeux des apprenants, entre autres. Donc, parce que c'est un apprentissage expérientiel. C'est normal qu'il y ait du stress et que ce soit déstabilisant pour les apprenants, mais c'est important que l'expérience soit positive au niveau de l'apprentissage. Et ça vient beaucoup au niveau de la préparation. Donc, il faut évidemment que la préparation soit cohérente avec les objectifs d'apprentissage. Donc, du point de vue clinique, de les avoir bien préparés à ce qui va se passer en simulation, pas les surprendre avec des nouveaux concepts ou des choses qu'ils n'ont jamais vues. Mais il faut aussi tenir compte du niveau des apprenants en simulation. Des gens qui sont novices en simulation auront besoin de plus de préparation parce que c'est stressant et c'est déstabilisant. Donc, il faut les amener à voir cette pédagogie-là comme étant aidante et utile pour eux. Donc, il faut probablement, lorsqu'ils sont novices en simulation, mieux les préparer. Le briefage, c'est les rappels des objectifs, du déroulement des attentes, du rôle, l'orientation dans l'environnement et favoriser vraiment la sécurité psychologique avant de commencer le scénario. Donc, ça se passe juste avant le scénario. Plusieurs outils ou moyens sont suggérés dans les normes et dans la littérature. Avoir un contrat de fiction, avoir un mantra, avoir un énoncé clair du respect de la confidentialité, proposer des ressources aussi, proposer peut-être un time-out. Je vous en reparle un petit peu plus loin. Mais l'idée, c'est de favoriser un environnement d'apprentissage qui est psychologiquement sécuritaire. Et surtout, ne pas présumer que vos simulations sont d'emblée psychologiquement sécuritaires. Il y a une nouvelle approche, en fait, qui commence à émerger et qui ressort des normes, qui est la pédagogie sensible au trauma, qui vient chercher un petit peu les principes d'équité, diversité, inclusion. C'est de ne pas présumer que la personne qui est devant nous a exactement le même référent que nous lorsqu'il voit une situation. Alors, je vous donne un exemple. Je pense que c'est évident pour tous qu'une simulation de fin de vie, par exemple, une simulation de violence conjugale, une simulation d'un épisode de psychose, ça va aller chercher des émotions chez les étudiants, on s'y attend.
Mais parfois, il y a des simulations où on ne s'attend pas que les étudiants vont réagir. Par exemple, une situation de postpartum qui nous semble assez simple, mais il y a peut-être de vos étudiants qui viennent de vivre un avortement, qui viennent de vivre une fausse couche, qui ont vécu toutes sortes de choses en lien avec le processus de grossesse et qui pourraient réagir, même si le scénario a l'air assez banal et simple. La même chose pour l'évaluation d'une personne âgée. Il y aura peut-être dans la salle, dans vos étudiants, dans vos apprenants, quelqu'un qui a perdu sa grand-mère dans la semaine précédente et qui va réagir pour un scénario qui est somme toute banal. Alors, ne pas présumer que votre scénario n'engendrera pas de réaction négative ou forte parce qu'il est somme toute banal. Et c'est là que la préparation et le briefage est intéressant, donc de donner des ressources aux étudiants si jamais ils se sentent mal à l'aise de faire cette simulation-là. On n'est pas en train de dire qu'il faut encourager les apprenants à se désengager de la simulation, mais c'est plus de leur donner, sans jugement et ouvert à tous, une porte de sortie ou une façon de nous dire que cette simulation-là, c'est peut-être pas le bon moment, la bonne journée, la bonne façon de le faire pour eux. Et leur permettre quand même d'avoir une activité d'apprentissage qui est constructive pour eux. Donc, tout ça, c'est dans la norme pré-brefage, préparation et brefage. Donc, l'idée, ce n'est pas que l'apprenant ait aucune émotion négative et qu'il ne soit pas déstabilisé, mais c'est plutôt lui donner des outils et donner des outils à tous pour préparer le scénario et préparer le débriefage constructif qui va suivre. La norme suivante réfère à la facilitation. Alors, dans la norme, on parle de comment on guide avant, pendant et après le scénario. Mais moi, je vais vous parler plus du pendant parce que c'est souvent la période à laquelle on pense moins. C'est important de bien comprendre à quoi sert la simulation quand on est la personne qui facilite le scénario. Donc, quel est l'objectif d'apprentissage? Bien comprendre la pédagogie de la simulation. Alors, ce que je viens de dire tout à l'heure, une simulation, ce n'est pas de reproduire la réalité, mais c'est de moduler le réalisme pour atteindre les objectifs d'apprentissage. Et c'est important de bien comprendre ça quand on facilite le scénario pour que ça rende l'apprentissage efficace. Donc, la simulation, ça ne sert pas à voir comment va réagir l'étudiant si on l'envoie quelque chose juste pour le fun, voir comment il va réagir. Ça ne sert pas à ça. Et en fait, c'est un peu de la mauvaise pédagogie de faire ça parce que ça discrédite ensuite les prochaines simulations que l'étudiant va faire. Il ne se sentira plus en sécurité d'essayer, puis de se tromper, puis d'essayer de voir comment il réagirait. Il va sentir plus qu'il va être jugé incompétent et qu'il ne peut pas faire confiance à la préparation qu'il va avoir eue avant. Alors, c'est important dans le processus de facilitation durant le scénario de s'en tenir à ce qu'on voulait faire, c'est quoi les objectifs d'apprentissage, et évidemment, d'improviser dans ce sens-là, parce qu'on sait que les étudiants peuvent être très créatifs dans ce qu'ils sont capables de nous sortir en simulation. Mais comme facilitateur, il ne faut pas perdre de vue l'idée qu'on va vers des objectifs d'apprentissage précis. Donc, donner des indices pour soutenir l'apprentissage en pensant aux conséquences sur l'apprentissage et sur le débriefage. On n'a pas le choix d'être spontané, mais plus on est préparé, plus c'est facile d'improviser dans le bon sens. Donc, avoir des scripts clairs, particulièrement vrai pour les participants simulés qui interviennent dans la simulation pour éviter les biais d'apprentissage. Un des biais les plus communs, je pense que c'est de jouer le rôle du médecin et de lui donner vraiment un mauvais rôle parce que c'est sûr que l'étudiant de première année qui communique avec le médecin pour transmettre des résultats ne le fera pas comme une infirmière d'expérience. Donc, de donner une mauvaise presse au médecin qui va répondre de façon un peu bête, de façon un peu raide à l'étudiant qui va transmettre ses résultats, c'est d'envoyer un mauvais message à ces étudiants-là novices qui vont éventuellement avoir à être en contact avec des vrais médecins. Donc, avoir des scripts clairs qui tiennent compte du niveau des étudiants aussi pour favoriser l'apprentissage. C'est particulièrement intéressant de réfléchir dans une simulation virtuelle parce qu'il faut le réfléchir à l'avance. Souvent, les simulations virtuelles sont donc faites de façon asynchrone. Il faut avoir réfléchi comment on a facilité la simulation à ce moment-là. Tout ce que je viens de vous dire est en lien avec la norme d'intégrité professionnelle d'ENACSA. Maintenir une éthique professionnelle tout au long de l'expérience de simulation. Et les exemples que je vous ai donnés ne sont pas faits
de façon mauvaise et avec une mauvaise volonté, mais plus avec une mauvaise perception de ce que c'est la simulation. Donc, intégrité professionnelle, qui est une norme très intéressante qui nous dit, ce serait intéressant d'avoir un code d'éthique en simulation, de vraiment réfléchir à quelles sont les pratiques exemplaires cliniques qu'on propose à nos étudiants. Garder notre posture déontologique, équité, diversité, inclusion aussi, et l'idée de favoriser un environnement d'apprentissage psychologiquement sécuritaire tout au long de la simulation. La norme opération, j'en parlerai pas trop parce que c'est une norme, en fait, qui est un peu plus globale. Évidemment, il y a des ressources humaines, il y a des infrastructures, il y a une gouvernance de programmes et de centres de simulation. Cette norme-là vient chercher ça. Alors, vous comprendrez qu'on est un petit peu plus loin que de la conception de simulation comme telle. Mais je pointerai tout de même le critère de sécurité physique qui est associé aux expériences de simulation, qui a été ajouté à cette norme-là et qui est intéressante aussi dans la réflexion de la conception d'une simulation. Il faut que le matériel et l'équipement soient sécuritaires aussi physiquement pour les étudiants, les apprenants. La simulation en contexte interprofessionnel est une norme à laquelle non plus que je ne vais pas décrire non plus très longtemps parce qu'elle regroupe tout ce qui a été dit dans les normes précédentes, mais l'idée, c'est de viser vraiment des compétences interprofessionnelles. Donc, en plus de tout ce qu'on vient de dire, il faudrait avoir un cadre théorique ou conceptuel interprofessionnel. Ça ajoute une couche de complexité. Et de réaliser qu'il ne suffit pas d'avoir un participant simulé qui joue le rôle du médecin pour que la simulation soit considérée comme interprofessionnelle. En fait, il ne suffit pas qu'un autre professionnel même soit inclus dans le scénario. Dans une simulation qui se dit interprofessionnelle, tous les participants, peu importe leur profession, devraient être des apprenants et non des figurants. La norme développement professionnel, c'est en fait de rester à l'affût des nouvelles connaissances pour offrir des expériences de simulation de haute qualité, mais vous pourriez enlever expérience de simulation puis mettre activité pédagogique de haute qualité et cette norme-là qui conviendrait aussi. Alors, adapté au développement professionnel de tout formateur, il s'agit de faire preuve d'introspection pour identifier ses propres besoins de formation et surtout aller chercher les occasions qui nous permettent de se développer, nous, personnellement. Ce n'est pas toujours des formations. Il y a toutes sortes d'occasions, particulièrement en simulation, qui nous permettent de se développer. Vous voulez être un peu plus à l'aise à développer des scénarios, bien, allez chercher des collaborations pour développer des scénarios. Vous voulez vous développer en débriefing, bien, proposez-vous de faire du co-débriefing avec certaines personnes pour être capable de vous développer comme débriefeur. Donc, oui, il y a de la formation, mais il y a aussi des occasions qui nous permettent de se développer. Et c'est ce que la norme nous propose. Dans les standards d'UNACSOL, il y a aussi le glossaire. Ce n'est pas un standard, mais ça fait partie de ce qui est proposé dans les standards. Lui aussi, il est vivant et perfectible. Le dictionnaire, en fait, qui est proposé de SSH vient de 2019, il est 2020, en fait, et il n'est pas encore complet. Il y a plusieurs termes encore qui sont sujets à débat et c'est correct, ça va continuer de l'être. Ça nous fait réfléchir sur la pédagogie de la simulation. Par exemple, la pandémie nous a fait découvrir plein de modalités de simulation virtuelle, mais on n'est pas encore suffisamment outillé pour bien défendre les pour et les contre de certaines tendances. La définition d'une simulation même reste encore floue. Qu'est-ce qu'une simulation virtuelle? C'est quoi la différence avec une télésimulation? Télésimulation est pourtant quelque chose en pandémie qu'on a fait énormément, des simulations à distance, hein, sur Zoom ou sur Teams, mais ça ne fait pas encore partie du dictionnaire de simulation. Toute l'évolution du terme acteur au courant des années. Donc, on est parti de acteur à patient standardisé à maintenant, c'est participants simulés et patients partenaires. Donc, toute cette évolution-là aussi est intéressante. Le réalisme du scénario maintenant dont on parle versus la fidélité du simulateur. Donc, il y a toute une évolution dans la terminologie qui est intéressante à voir dans le glossaire et dans le dictionnaire. On est parti de climat d'apprentissage qui était quelque chose de très, très large et on parle maintenant de pédagogie sensible au trauma. On a fait un chemin énorme dans les 10 dernières années pour comprendre cette pédagogie expérientielle-là qui est utile, nécessaire, efficace si elle est bien comprise et bien amenée auprès des apprenants.
Donc, à retenir, je pense, en tout cas, c'est ma proposition de choses à retenir dans les normes. En fait, ce qui me semble ressortir le plus des normes de 2021, c'est toute l'idée de cohérence et d'alignement pédagogique qui revient d'une norme à l'autre. C'est vraiment majeur et prédominant. Dans presque toutes les normes, on va nous parler de cohérence. Cohérence du niveau de l'apprenant et cohérence du niveau de l'apprenant clinique, là, et cohérence de la compréhension de la simulation par les apprenants. Un apprenant qui est novice en simulation ne réagira pas de la même façon qu'un apprenant qui a fait plusieurs simulations, qui a une expérience de simulation, en fait. Donc, tenir compte de ça lorsqu'on conçoit des simulations et qu'on les propose à nos apprenants. À retenir aussi, ou en tout cas, ce qui ressort beaucoup, c'est l'idée d'environnement psychologiquement sécuritaire. Et je reviens à dire que ce n'est pas de donner des portes de sortie pour encourager le désengagement de nos apprenants dans les simulations, mais plus de les préparer sans jugement le mieux possible à utiliser la simulation pour que ça leur serve. Donc, si c'est des situations qui viennent les chercher un petit peu plus pour toutes sortes de raisons, donc sans jugement, pour toutes sortes de raisons, être capable d'avoir prévu des mécanismes pour revenir avec les apprenants, pour leur permettre de s'exprimer si on trouvait ça difficile et pour quelles raisons, et pour les amener à mieux comprendre pourquoi et leur trouver des moyens de mieux fonctionner quand même. Ça va leur arriver dans la vraie vie aussi. Alors, pourquoi ne pas utiliser ça comme un processus d'apprentissage, tout en gardant ça psychologiquement sécuritaire? À retenir aussi, ce qui ressort de plusieurs normes, j'ai appelé ça, je l'ai mis entre guillemets, imputabilité du formateur. Il y a beaucoup de normes, en fait, qui mettent une assez grande responsabilité et avec raison sur la façon dont le formateur propose, conçoit, accompagne, facilite l'activité de simulation. Donc, une simulation, ce n'est pas quelque chose qui se fait sur un coin de table puis qui se propose sur un coin de table aussi. C'est quelque chose qui doit être réfléchi parce que c'est de l'apprentissage expérientiel. Et il y a des conséquences sur l'apprentissage si on ne le fait pas bien, d'où les normes, en fait, que je pense qui sont intéressantes à voir. Donc, l'imputabilité du formateur, d'aller chercher les bonnes ressources, d'aller faire valider ce qu'on propose aux apprenants, c'est quelque chose qui ressort de plusieurs normes. Je vous propose aussi quelques pistes de réflexion qu'on pourrait donner à Enaxle pour une prochaine mise à jour. En fait, moi, c'est ma réflexion à moi que je vous partage. Ils ont une norme sur la simulation interprofessionnelle, mais peut-être que ça serait intéressant d'en avoir une sur la simulation virtuelle également. Toutes les normes dont on a parlé conviennent à la simulation virtuelle, mais on n'a pas encore de meilleures pratiques ou de pratiques exemplaires sur la simulation virtuelle comme telle, parce qu'il y a quand même des choses particulières à la simulation virtuelle. Au niveau de la facilitation, par exemple, au niveau de la sécurité psychologique, au niveau de l'accompagnement du débriefage. Donc, on pourrait avoir on en a une sur la simulation interprofessionnelle, on pourrait en avoir une sur la simulation virtuelle, je pense. Autre chose qu'on pourrait avoir, c'est le rôle de l'apprenant observateur qui se voit de plus en plus, en fait, dans nos simulations. On en parle dans quelques normes, dans quelques critères, mais on pourrait aller peut-être un petit peu plus loin là-dedans, à mon avis. La même chose pour le rôle du participant simulé. L'Association of Standards Patient Educator a des standards de bonne pratique pour encadrer la formation du participant simulé, mais ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus de critères ou d'indicateurs en lien avec ça dans les normes de bonne pratique au niveau de la conception de la simulation. Mais ce sont mes réflexions. Vous en avez peut-être d'autres. Je vous laisse avec une citation du Standards Committee de l'Enaxle qui propose ou en fait qui encourage la communauté de la simulation à continuer à chercher l'excellence et la qualité dans ses pratiques et dans ses propositions de simulation éducative avec les défis suivants. Développer des expériences de simulation qui sont engageantes avec ingéniosité et créativité. Il ne faut pas que les normes brisent la créativité qu'on a dans nos simulations. Poursuivre la recherche sur la pédagogie de la simulation et ne pas hésiter à diffuser nos idées et à partager nos résultats. Et continuer évidemment à intégrer des pratiques exemplaires dans nos programmes de simulation à la hauteur de ce qu'on peut faire, évidemment.
Alors, je vous remercie. Je vous laisse ici les références sur lesquelles je me suis basée pour vous parler des normes. Donc, le site Enaxol vous présente l'ensemble des normes et on espère avoir une traduction francophone bientôt sur le site. Les standards sont aussi publiés dans le Clinical Nursing Simulation Journal. Donc, vous pouvez les retrouver là également. Et je vous laisse mon adresse courriel pour me rejoindre, mais aussi si vous voulez avoir une copie de mon PowerPoint, de ma présentation aujourd'hui, communiquez avec moi par courriel et ça va me faire plaisir de vous la partager par courriel. Alors, ça termine ma présentation. Je vais arrêter mon partage d'écran et si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de discuter avec vous de ce que je viens de vous présenter. Merci beaucoup, Louise-André, pour cette présentation. Il nous reste encore du temps pour des questions. Donc, j'invite les participants à poser leurs questions dans le chat ou à lever la main pour prendre parole. Je vais le faire. Alors, Valérie qui a la main levée, je vais prendre la question de Valérie. Alors, si tu veux, Valérie, si vous voulez ouvrir votre micro et poser votre question, ça va me faire plaisir. Oui, Valérie Martin, non? Oui. Mais je vais aller dans le chat. Il y a quelques questions en attendant que Valérie puisse nous communiquer. Moi, je ne l'entends pas. Il y a quelques questions, en fait. Comment optimiser les simulations en petits groupes? Gabriella Vellego qui pose la question. Oui, Valérie? Allô? Oui, bonjour. Ah, parfait, excusez, je pense que c'était mon écouteur qui ne fonctionnait pas. C'est correct, je vous entends bien, là. Parfait, mon nom c'est Valérie Martin du Collège Montmorency. Bonjour à tous. J'avais une question quand vous avez parlé de pédagogie sensible au trauma, des scénarios émotifs, tout ça, où les étudiants, on peut présumer de leur réaction, mais qu'on a toujours des surprises. Puis vous avez mentionné, il me semble que j'ai entendu que vous avez mentionné, y a-t-il des stratégies ou des façons de faire qu'on pourrait utiliser dans des situations comme ça? Est-ce que vous avez des trucs à proposer? Est-ce que vous avez déjà testé des façons de faire, par exemple, d'arrêter le scénario sur demande ou au besoin? Est-ce que j'aimerais ça vous entendre là-dessus? Bien, en fait, ce que vous dites, c'est des suggestions qui sont intéressantes, qui sont proposées aussi dans la littérature. Alors, il y a évidemment toute la préparation qu'on peut faire auprès des étudiants avant le scénario, mais dans cette préparation-là, on peut suggérer aux étudiants d'avoir un code, par exemple, ou d'avoir, de nous dire time out. Puis ça veut dire qu'on comprend là, que l'étudiant va sortir un petit peu de la simulation et on pourra revenir après ça auprès de lui pour savoir ce qui s'est passé. Il peut y avoir certains codes aussi qu'on peut donner aux étudiants pour dire si vous faites ce geste-là, par exemple, je vais comprendre que vous n'allez pas bien. Donc, l'étudiant n'est pas obligé de se montrer devant tout le monde à ce moment-là, mais on est capable d'avoir un code pour s'entendre entre nous. Une autre façon de le faire, c'est évidemment dans le pré-brefage, de vraiment nommer les choses comme il faut. Alors, de le dire. Il est possible que vous ressentiez du stress, une anxiété, que ça vous déstabilise. C'est normal. C'est à ça que ça sert la simulation. Il ne faudrait pas que ça vous arrête. Allez-y, vous avez les capacités de le faire. Si ça ne va pas, on arrêtera la simulation, il n'y a pas de problème. Évidemment, il ne faut pas que ça soit certificatif, mais quand ce ne l'est pas, ouvrir la porte à ça aux étudiants, généralement, ça nous permet de continuer la simulation, en fait. On a l'impression des fois que c'est contre-productif, puis on se dit, si je leur donne cette porte de sortie-là, bien, on va perdre tous les étudiants. Au contraire, et c'est ce que la littérature nous dit, si on leur propose cette façon-là de fonctionner, ils vont être plus enclins d'essayer, puis justement, peut-être se pousser un peu plus loin, puis quitte à faire des erreurs. La même chose, on a l'habitude de dire aux étudiants pour la simulation, faites des erreurs, c'est pas grave, ça sert à ça. Puis souvent, après ça, en débriefing,
on va plus vers de la rétroaction que du débriefage. Donc, ce que les étudiants apprennent à ce moment-là, c'est qu'ils nous disent de faire des erreurs, mais après ça, c'est juste de ça qu'on parle en débriefing. Fait que juste faire attention peut-être comment on propose ces choses-là aux étudiants ou comment on le présente aux étudiants. Faites des erreurs, mais après ça, on revient juste là-dessus dans notre débriefage. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit. D'autres propositions, en fait, c'est de mettre des ressources en place à l'avance pour les étudiants. Ceux qui en ont besoin les prennent, ceux qui n'en ont pas besoin ne les prennent pas, mais elles sont là. Donc, d'y réfléchir à l'avance. Par exemple, il y avait une simulation où où on proposait aux étudiants de rencontrer, en fait, dans la simulation, ils devaient intervenir auprès d'une personne âgée atteinte de démence. Puis, c'est une situation, somme toute, banale, mais on a proposé aux étudiants des ressources, en fait, pour aller comprendre un peu plus la démence, aller voir comment ça se passait à l'avance, s'ils ont des... Il y en a peut-être qui ont des parents qui ont de la démence, des grands-parents qui ont de la démence aussi, puis qui auraient besoin de comprendre un petit peu mieux la posture du professionnel face à ça. Alors, on leur a donné ces ressources-là avant de proposer la simulation. L'idée, en fait, c'est juste d'y penser avant. Puis là, il y a des choses qui sont assez communes, je ne sais pas Valérie, mais d'avoir un contrat de fiction. Donc, on s'attend tout le monde que ce qui se passe en simulation, c'est peut-être pas tout à fait vrai, mais on embarque là-dedans quand même. D'avoir un contrat de respect de la confidentialité. Ce qui se passe ici, on fait signer les étudiants. Ça concerne autant les formateurs que les étudiants à ce moment-là. En fait, c'est ça, c'est de leur d'ouvrir cette possibilité-là aux étudiants. Je ne sais pas si je réponds assez clairement à votre question. Oui, ça répond très bien. Merci beaucoup. En fait, nous, on tentait de pallier ces réactions-là où c'est pas nécessairement juste de l'émotion, mais quand les étudiants arrivent dans un cul-de-sac, ils ne savent plus quoi faire, ils tournent en rond, bien, on se disait que dans la réalité du milieu clinique, à ce moment-là, l'étudiant va chercher de l'aide, va utiliser ses ressources qui sont sur, exemple, l'unité de soins. Puis ce qu'il n'y a pas l'opportunité de faire en stimulation, on a l'impression souvent de faire du temps puis d'attendre que la cloche sonne. Donc, on leur offrait, on a tenté l'expérience, on a commencé ça, de leur offrir l'opportunité de faire pause. Puis pour X raisons, que ce soit l'émotion ou parce qu'ils atteignent un cul-de-sac, qu'ils ne connaissent pas la décision à prendre, puis d'aller chercher de l'aide, que ce soit leurs collègues ou le facilitateur, ou de relire un protocole, au même titre qu'ils le feraient en milieu de stage. Fait que je pense que ça peut être gagnant. Merci. Oui, tout à fait. Puis en fait, on peut même proposer de dire pour des situations qui sont peut-être un peu plus complexes, de leur dire, n'hésitez pas à faire comme un time-out, puis ils nous le disent, là, c'est ça le code, là, nous autres, là, faire un time-out, puis ils font un time-out, puis ils font comme, OK, groupe, on se regroupe, où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faudrait faire, OK, on repart. C'est eux qui décident un petit peu, en fait, comment ils vont gérer la simulation à ce moment-là. Et ça peut être intéressant aussi pour des situations qui sont plus complexes, qui font en petits groupes. Excellent, merci beaucoup. Il y a une question dans le Q&A. Que pensez-vous d'utiliser la simulation en évaluatif et non seulement en formatif? C'est toujours quelque chose qui est particulier de devoir évaluer ce que les étudiants font en simulation. Mais en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y aurait pas tellement de problème à faire de l'évaluation en simulation si les étudiants ont fait de la simulation avant. Fait qu'on revient à l'alignement pédagogique et à la préparation. Si les étudiants ont eu l'occasion de se préparer à faire de la simulation, donc à l'organisation, l'environnement, comment ça se passe en simulation, ils ont donc, un petit peu comme un examen, hein, on prend pour acquis que les étudiants savent comment répondre aux questions d'examen parce que lorsqu'ils nous arrivent devant nous, dans nos contextes de collège ou d'université, ils ont fait des examens avant de venir dans leur parcours scolaire. C'est un petit peu la même chose pour la simulation, d'évaluer en simulation alors que c'est la première fois qu'ils vivent l'expérience. Ça, c'est un petit peu plus difficile, puis ça ne représente pas nécessairement ce que l'étudiant a vraiment appris et est vraiment capable de faire. Donc, il faudrait préparer les étudiants à la pédagogie de la simulation avant de les amener en évaluation, en simulation le plus possible. Je dis ça, mais évidemment, après ça, il y a toutes nos difficultés de ressources et d'infrastructures et de programmes, là. Mais juste réfléchir à comment on pourrait mieux les préparer à ce moment-là si on veut faire une évaluation en simulation.
Dans le chat, il y a un commentaire qu'éventuellement, ce serait intéressant d'avoir un webinaire sur la préparation de la simulation dans le cadre d'une évaluation certificative. Ben là, je ne sais pas si vous me demandez de le faire, là, ça va me faire plaisir Possiblement. de préparer ça. Mais effectivement, puis je comprends toute l'idée de la dichotomie de dire c'est lourd d'intégrer de la simulation dans un programme. Ça prend des ressources, ça prend de l'infrastructure, que ce soit de l'infrastructure physique, que ce soit de la simulation virtuelle qu'on développe, ça prend des ressources. C'est pas juste rentrer dans une classe puis faire quelque chose aux étudiants. Il y a quelque chose d'organisationnel qui est prenant. Donc, ça demande du temps, ça demande de l'argent, ça demande des ressources matérielles aussi et humaines. Donc, souvent, comme formateur, on se dit, tant qu'à faire ça, je vais les évaluer. Mais il faut se rappeler que ça reste de l'apprentissage expérientiel, une simulation, et ça devrait être ça la première idée qu'on a. Après ça, ben, on peut trouver des façons d'évaluer, c'est sûr, mais c'est au départ une stratégie d'apprentissage. Je dis ça, mais bon, voilà, je sais on évalue aussi beaucoup en simulation. Oui, Gabriella qui a la main levée. Salut Louise, c'est Gabriella. Bonjour Gabriella. Bonjour, oui, je vous appelle ici de l'Université Sainte-Anne, donc en Nouvelle-Écosse. Ma question, c'est comment stimuler les étudiants dans des petits groupes. Et ça, je ne vous parle pas de petits groupes de 10, je vous parle de petits groupes de 3 ou 4. Donc, je sais qu'à chaque fois qu'on fait une activité, d'essayer de piger dans le débriefing ou dans la préparation, c'est toujours un grand défi. Donc, est-ce que vous avez des suggestions? Merci. Ben, je pense qu'on vient chercher ici l'engagement des étudiants, puis je reviens à comment on réussit à convaincre les étudiants que cette façon-là d'apprendre est utile pour eux. Alors, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, là. Il faut connaître les étudiants, connaître vos étudiants, bien les connaître. Mais en fait, il faut qu'ils sentent que ça soit utile. Donc, il faut que ça reste un défi, mais il faut aussi qu'ils se sentent préparés. Lorsqu'ils sont 2 ou 3, c'est peut-être intéressant de leur donner des rôles différents. Et si c'est des petits groupes qui ont des observateurs aussi, de leur donner quelque chose à faire comme observateur. Donc, par exemple, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'en profite pour en parler en même temps. Si vous avez des étudiants observateurs, de leur donner en fait un travail à faire, quelque chose à observer, et ils vont être un peu tributaires de partager leurs observations par rapport à cet élément-là durant le débriefing. Alors, c'est une façon d'engager les étudiants qui sont peut-être un petit peu moins actifs dans la simulation. On leur donne quand même un rôle où ils vont contribuer à l'apprentissage de leurs collègues et leur propre apprentissage. C'est une suggestion. Peut-être que ça ne répond pas nécessairement exactement à votre question, là, mais on pourra s'en reparler, Gabriella. On arrive vers la fin, qui est presque 1 heure. S'il n'y a plus d'autres questions, j'aimerais vous remercier, Louise-André, pour l'excellente présentation et merci à tous les participants également. Alors, bonne journée. Ça m'a fait plaisir et je vous souhaite une bonne journée, bonne fin de semaine, bonne semaine de l'infirmière aussi à tout le monde. Au revoir.